Nous allons vous présenter nos résultats par rapport au projet Gaïa. Je vais recontextualiser un peu. Il y a quelques mois, Aldaron est venu nous voir, nous demandant de l'aide par rapport à sa planète, car tous les hobbits et tous les nains ont attrapé une mystérieuse maladie. Et malheureusement, les hobbits s'occupaient de tout ce qui était alimentation. Il nous demande donc gentiment de redévelopper son agriculture et de sauver sa planète Gaïa. On va vous présenter les éléments clés de notre proposition. Donc on a beaucoup misé sur la diversité au niveau des cultures et de l'élevage afin de garder un système qui est résilient en cas d'épidémie. On a pu le voir avec l'épidémie qui a touché les hobbits et qui nous amène à proposer cette proposition aujourd'hui. Donc on fait la même chose avec les animaux et les plantes. On a une optimisation des avantages sur chaque production. Une exploitation du bois présent pour l'artisanat mais aussi l'énergie. Et notre proposition est supérieure aux besoins alimentaires pour anticiper la croissance de la population. Il y a une grosse épidémie, donc il va falloir repeupler toute la planète Gaïa. On a aussi un régime qui est beaucoup moins carné que le régime français, par exemple, et peu de spécialisation dans les domaines par rapport aux autres groupes. On n'a pas présenté de carte avec des zones spécialisées dans les productions végétales et animales, parce qu'on estime qu'il va falloir produire un petit peu partout toutes les productions. Pour ce qui est de l'élevage, nous avons décidé de garder une grande biodiversité au sein des espèces, donc, ce qui permet également de garder un savoir-faire, au cas où s'il y avait besoin de développer certaines de ces productions davantage, comme nous allons le voir après. La production principale est basée sur les brebis allaitantes, qui représentent 9 500 000 individus effectifs, et qui est suivie ensuite par la production laitière, avec différentes espèces, comme les vaches laitières, brebis laitières et également les chèvres. Et ensuite, il y a une production alternative à base d'insectes et de poules pondeuses. Si on regarde maintenant la répartition des surfaces, donc on constate que l'élevage prend quasiment les 2/3 des surfaces utilisées, ce qui est relativement élevé. Mais en fin de compte, les systèmes sont des systèmes plutôt extensifs, et basé essentiellement sur le pâturage. Et également, l'hiver, les animaux sont en bergerie ou en étable, ce qui permet de récolter du fumier qui servira à fertiliser les champs en saison. Donc en ce qui concerne l'assolement, on est toujours sur l'optique du maintien d'une biodiversité. Donc on a une pluralité au niveau des cultures. Toutefois, on optimise le riz, le blé, mais aussi les pommes de terre. Donc, ce qui est bien, on optimise la protéine végétale avec les lentilles, le pois chiche, les haricots et les pois. Au niveau de l'élevage, on est sur un système extensif, donc on est vraiment sur un système ultra pâturant. Donc, comme ça permet une bonne fumure, une bonne fertilisation des sols. Au niveau des surfaces utilisées, on a assolé 19 millions d'hectares, ce qui nous laisse encore environ 10 millions d'hectares à assoler, ce qui est déjà pas mal. La surface utilisée par les animaux est d'environ 13 millions d'hectares. Comme on l'a vu sur la diapo présentée par Eloane, ça représente environ les 2/3 des surfaces utilisées. On voit aussi qu'on n'a aucunement déforesté la planète Gaïa, et quand même on a remis des arbres pour capter plus de carbone. On voit au niveau de l'empreinte nette carbone qu'elle est à 11, comparée à l'empreinte carbone en France qui est de 55, donc on voit qu'il y a quand même une amélioration. On pourrait se dire qu'on utiliserait les surfaces restantes à assoler en prairie ou en jachère, faire des prairies temporaires et tournées pour pouvoir enrichir les sols à tous les niveaux. Et nous voyons que grâce à la présence de bois qu'on a rajouté, on aura une production de bois qui permettra de construire des maisons, des meubles, ou même de chauffer, comme ça on aura moins besoin d'énergie pour le chauffage. Et cette construction de maisons ou de meubles pourra capter aussi du carbone. Ici, on a les résultats de notre tableur en apport en énergie, en protéines et en fibres.
Si on prend le facteur le plus limitant, qui est l'énergie, on nourrit 136% de la population, ce qui est beaucoup plus que les objectifs. On a fait ce choix-là pour pallier plusieurs choses. Déjà, l'accroissement de la population. Il y a eu une épidémie sur les hobbits, donc ils vont se repeupler la planète. Il faut prévoir de les nourrir dans les années qui viennent. Et également, on sait qu'en France, on gaspille 40% des productions animales et végétales, que ce soit au niveau de la conservation, de la production ou de la consommation. On espère que Gaïa va faire mieux que nous et va gaspiller moins, mais on a prévu un petit peu large pour pallier ces difficultés de gaspillage. Ensuite, on a une très faible population qui est nécessaire pour l'agriculture, 0,58%. Déjà, ça nous donne ça, on se dit que on va pouvoir former des gens très rapidement à l'agriculture. Plus tard, il pourra y avoir plus de monde dans le milieu agricole. Mais ça peut aussi permettre de laisser de la population pour le para-agricole, l'artisanat, la transformation, tout ce qui est le domaine de l'énergie, mais aussi les artistes, les professeurs, la recherche notamment. Donc globalement sur les productions, que ce soit végétales ou animales, on recherche une diversité des espèces qui permet dans un premier temps d'être résilient face aux maladies. Il y a eu par exemple le mildiou en Irlande qui a fait des ravages sur les productions de pommes de terre et qui a engendré une famine. Pour donner un exemple de la résilience de notre système, si une production venait à manquer, on serait autosuffisant à 100% grâce aux autres productions sur les trois besoins, sauf sur la partie brebis allaitante, où là on serait autosuffisant à 90%. Uniquement sur l'énergie. Le reste des besoins serait couvert. Ensuite, les avantages d'avoir une grande variété d'espèces, c'est de pouvoir faire des combinaisons, des associations entre les cultures, pardon, et ce qui permettrait donc de tirer avantage de ces associations et de créer et d'avantager l'immunité entre les cultures. La diversité dans les espèces permet également d'avoir une alimentation variée qui permet de garantir et qui participe à une bonne santé. Et finalement, donc, de diversifier également les travaux agricoles, donc rendre le travail moins pénible et exploiter les productions sur toute l'année. Donc, comme vous avez vu, on a beaucoup de moutons. Donc, pourquoi on a choisi les moutons ? C'est tout simplement parce que c'est la seule production, que ce soit en animal ou au niveau des cultures, où il y a un apport en énergie qui est supérieur aux protéines. Comme on a pu voir sur le tableur, avec un mouton, on apporte de l'énergie pour 4 personnes, et en protéines, on n'en apporte que pour une seule personne. Les autres avantages du mouton, c'est que c'est une race rustique, donc du coup on peut facilement la mettre en montagne, elle s'adapte aux températures. Il y a une grande diversité aussi au niveau des races. Les autres points positifs sur le mouton, c'est qu'ils sont de petite taille, donc les hobbits ils peuvent facilement s'en charger. Pour l'hiver, lorsqu'ils se trouveront en bergerie, le fumier qui sera produit, on va l'utiliser pour les cultures, comme on a dit tout à l'heure. Le dernier avantage du point de vue énergétique pour le mouton, c'est qu'il produit de la laine et du cuir. Donc du coup avec ça on peut confectionner des vêtements, mais aussi on peut faire l'isolation des maisons, et donc du coup ça permet une dépense en énergie qui est moindre. Comme nous avons vu, il va y avoir beaucoup de moutons et de pommes de terre et du riz. Donc on a trouvé quelques exemples d'idées recettes, comme du couscous de mouton, de l'agneau vide à loup, des boulettes d'agneau, des merguez saucisses, des souris d'agneau et du saucisson. Donc tous ces plats sont composés d'agneau accompagnés de pommes de terre et de riz. On voit qu'il y a quand même une large diversité culinaire. Ça passe de l'apéro au barbecue, au repas en sauce. Donc on voit ici en France, l'agneau est considéré comme un mets de luxe, un mets assez privilégié pour les grandes occasions, comme Pâques ou l'Aïd el-Kébir. Donc ici, ce sera complètement l'inverse. Ce sera l'agneau, la viande la plus commune, et ce seront les autres productions, plutôt porcines, bovines, qui seront des mets de luxe pour les festivités, pour les repas de fête. Et c'est une viande extrêmement goûtue, donc il n'en faudra pas beaucoup dans les plats pour qu'ils soient assez bons, assez goûtus.
Et avec notre production, on voit qu'on a un régime beaucoup moins incarné qu'en France, où ici, par exemple, on va manger 20 kg de viande par an et par habitant, alors qu'en France, c'est plutôt 40 kg par... 80, excusez-moi. 80 kg, 80 kg de viande par an et par habitant. On va vous parler de la culture du riz, qui est notre culture principale dans l'assolement végétal. La croissance du riz nécessite de fortes chaleurs et de grandes quantités d'eau. On se dit qu'on va pouvoir l'implanter dans les marais et les zones humides de Gaïa. Cependant, il s'adapte à des différents climats et altitudes, notamment au niveau des montagnes. Sur Gaïa, il y a beaucoup de relief, et le riz peut être cultivé de 0 à 3000 mètres d'altitude. Dans notre monde, il est présent depuis 8000 ans, et la consommation de riz s'élève à 424 millions de tonnes par an, ce qui est énorme. On se dit que les habitants de Gaïa vont pouvoir reproduire ce système d'alimentation si celui-ci fonctionne chez nous. Et ensuite, il est riche en énergie et en fibres. Dans le riz, il n'y a pas de rotation. On reste sur des rizières et des cultures qui sont implantées pendant très longtemps. Dans le tableur, on n'a pas trouvé de volatiles, comme des canards par exemple. On se dit que si les habitants de Gaïa en ont, ils pourront en mettre dans les rizières pour pouvoir manger les insectes, les nuisibles en fait aux cultures, et fumer un petit peu aussi les terres. Doucement, ça reste des canards. Ensuite, on peut comparer les assolements entre Gaïa et la France. Donc tout en haut, sur la partie des cultures, donc on constate qu'il y a dans la première partie, c'est les céréales. Donc on constate qu'il y a nettement moins de céréales sur Gaïa qu'en France. Donc ça peut s'expliquer d'une part parce qu'en France, on exporte un tiers de la production de blé. Donc la production céréalière de Gaïa serait plus dans l'autoconsommation que dans l'exportation, vu son contexte. Ensuite, les protéagineux, donc on constate qu'ils sont quasiment 3 fois supérieurs sur Gaïa qu'en France. Ça peut s'expliquer déjà d'une part parce que les protéagineux ne sont pas destinés à l'alimentation animale, mais à l'alimentation humaine. Les protéagineux permettent de fixer l'azote et sont très bons pour permettre les rotations. Et ensuite, nutritionnellement parlant, les protéagineux sont intéressants. Maintenant, les pommes de terre, donc, qui sont le pilier essentiel de notre alimentation sur la partie végétale. Donc on est quasiment 10 fois supérieur à la France, ce qui est énorme. Alors ça s'explique tout d'abord parce qu'on aime les frites, et les habitants de Gaïa aussi, mais pas seulement. Les pommes de terre se marient très bien avec beaucoup de plats, donc ça permet de diversifier les plats et rendre plus agréable à manger. Ensuite, on résout le problème d'allergie au gluten qu'on a avec le blé, qu'il n'y a moins avec les pommes de terre, et les pommes de terre sont plus faciles à cultiver. Au niveau de l'autonomie énergétique, donc on a une autonomie énergétique de 96,5%, ceci grâce aux forêts qui captent beaucoup de carbone, à la production de bois. La production de bois n'est pas prise en compte, du coup. Donc sans cette production, on a quand même à 87,5%, et c'est grâce aux panneaux photovoltaïques qu'on mettra sur tous les bâtiments d'élevage, aux éoliennes qu'on mettra dans les mers et aussi dans les surfaces non utilisées, qu'on a gardé dans l'assolement, des surfaces non utilisées dans l'assolement, et par les centrales hydroélectriques, car on a vu que sur Gaïa il y avait nombre de montagnes et de rivières, donc avec tout ça on peut en mettre pas mal, et les centrales géothermiques on en mettra aussi sur les terres de feu. Donc on pourra aussi faire de l'isolation avec la laine. Ça permettra de diminuer les dépenses énergétiques, et avec le chauffage, avec le bois, avec toutes les forêts qu'on a, on sera largement autonome au niveau du chauffage et énergétique. Et on propose aussi de créer des machines à vapeur, avec toujours la production de bois, pour aider les hobbits et faciliter leur travail. Donc ce qu'il faut retenir sur notre projet Gaïa, c'est qu'on est axé sur une diversité de production, que ce soit au niveau des cultures ou au niveau de la production en élevage. On est vraiment aussi sur une anticipation de la croissance démographique et une anticipation aussi au niveau du gaspillage. On est aussi sur une agriculture durable, comme on a pu le voir avec le pâturage. Et en même temps, on est sur une agriculture où on permet une alimentation beaucoup moins carnée, comme on a pu le donner avec les chiffres précédemment.
Et donc, comme vous pouvez le voir, les agneaux, les pommes de terre et le riz sont identifiés comme des plats de référence.